Aujourd'hui, on va parler du livre C'était l'hiver, la vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent par Jean Provencher. Il y a un livre pour chaque saison, donc c'était l'hiver, c'était le printemps, c'était l'été et c'était l'automne, que j'ai par exemple ici. Je vais vous passer chaque livre en fonction du moment où je vais les avoir lus. Donc, première des choses, c'était vraiment un bijou. J'ai adoré lire ça parce que, d'abord, j'adore l'histoire du Québec, mais là, c'était en plus dans un contexte qui est paysan, dans un contexte où on explique le mode de vie de cette époque-là. Donc, on peut voir par la table des matières, en fait, comment est organisé le livre. Puis ensuite, je vais passer, comme à l'habitude, là, un peu ce que j'ai aimé au travers du livre, ce que j'ai envie de vous parler. Donc, dans la table des matières, on a évidemment un chapitre sur l'hiver, les conditions de l'hiver au Québec à cette époque-là. On a l'accent mis sur la vie quotidienne. Le tout évidemment sur l'hiver. Les menus travaux, donc tous les travaux qui sont faits à cette période de l'année-là. Les fêtes et les rites qui sont pratiqués à cette période hivernale-là. Les noces, puisque on l'apprend dans le livre, c'est le moment où les gens se marient en hiver, ce qui est plus du tout le cas. Mais c'est évidemment le meilleur moment pour se marier puisqu'il n'y a plus, on n'a pas à travailler au champ. C'est donc une saison entre guillemets de repos, même s'il n'y a pas vraiment de repos. La saison est davantage propice au mariage et aux fêtes de noces. On va parler également de la vie de chantier. Donc la vie de chantier, c'est-à-dire des gros chantiers maritimes, donc de la construction de bateaux, que les paysans, les agriculteurs allaient faire souvent lorsque le travail au champ était terminé. Mais également la vie de chantier d'un point de vue des camps de bûcherons. On va nous parler également des moyens de transport hivernaux à cette époque-là. On va parler de la chasse et de la pêche qui est pratiquée, des veillées, donc des soirées, comment qu'ils organisent leurs soirées, comment qu'ils fêtent leurs soirées. Et puis on a un chapitre qui est une transition en fait, qui est la mort lente de l'hiver. C'est une transition vers le prochain tome qui est le printemps. C'est un livre qui est organisé, il y a des photos un peu d'époque. Donc celle-là est en 1910. Et on a aussi des dessins. Donc, des dessins sur les pratiques. Par exemple, là, on a un cheval qui tire un traîneau, un sleigh. Donc, c'était l'hiver. On va commencer ça avec ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, ce que j'ai envie de vous partager. Page 13-14. Donc, on nous met en perspective l'hiver québécois à cette époque-là. On parle, puisque nos hivers sont un peu moins froids, puis il y a un peu de moins de neige comparativement avant. Donc, il y a 120, on dit qu'il y a 120 à 160 jours d'hiver par année. On nous dit que c'est au Québec, il y a environ 4 mètres de neige qui va tomber au cours d'une année. Il y a évidemment des disparités au niveau des régions. On va nous mentionner également la plus grande tempête, la plus grosse tempête, celle du 17 et du 18 janvier 1827. Donc en 48 heures, il a tombé 2 mètres de neige. Ça devait être assez impressionnant, on s'entend, à cette époque-là. En plus, ils n'ont pas la machinerie qu'on a que pour déneiger les habitations, déneiger les villes. 2 mètres de neige en 48 heures. Déjà, en ce moment, ça serait le chaos. J'imagine pas à cette époque-là. À page 44, on va nous parler, on est dans le chapitre des menus travaux, donc les travaux qui sont faits en hiver. Là, on parle de l'abattage d'animaux. Évidemment, c'est pratiqué tard à l'automne, donc en novembre. Puis on nous dit dans le fond que, évidemment, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, pour une personne qui désire atteindre un certain niveau d'autonomie, on ne nourrit pas des bouches d'élevage pour rien. Donc, c'est l'occasion on diminue le cheptel et on va également faire beaucoup d'abattage au niveau de bœufs, de vaches, de veaux. Mais ce qu'on tue le plus au Québec à cette époque-là et encore aujourd'hui, c'est le porc. Donc, puisque la viande de porc à cette époque-là était la plus consommée par les paysans, par les habitants, tout au long de l'hiver. Donc, le début de l'hiver, c'est la boucherie immanquablement. Là, regardez, on a une image. Belle image d'une personne donc avec son cheval qui tire une carcasse de porc sur son sleigh.
et on nous écrit que c'est en 1900. C'est l'époque, c'est le moment de l'année évidemment pour la fabrication des chandelles. Là, on va nous décrire un peu comment ils vont procéder et à quelle quantité ils vont procéder. Je trouvais ça intéressant parce qu'on amène un peu le pétrole. Ils vont nous parler du pétrole, donc à un certain moment. En 1863, par exemple, on a un quotidien qui va écrire l'huile de charbon. Ils appellent ça de l'huile de charbon. Mais c'est du pétrole. Et donc, il va y avoir, on nous cite en fait un article de journal qui va, pour ainsi dire, vanter le produit, puisque ça éclaire beaucoup. Par contre, déjà, à ce moment-là, on se questionne au niveau du prix. Parce que là, on nous mentionne également une augmentation du prix et on demande 3$ le gallon. Et là, tout de suite, on nous mentionne que le suif qui est utilisé pour les chandelles revient de plein fouet parce que les gens n'arrivent pas à assumer le coût du gallon de pétrole à ce moment-là, le coût du gallon d'huile de charbon. Je trouve que ça fait un peu... ça nous remet en perspective pour aujourd'hui. Évidemment, la cordonnerie est immanquable en hiver, donc ce qu'on pratique, toutes sortes de bottes, donc des mocassins qu'on appelle, confection de mocassins. On nous mentionne que la vessie de cochon était utilisée pour faire ce qu'on appelle des blagues à tabac, donc des petits sacs en fait en cuir pour contenir le tabac, puisque les Canadiens français, même les gens à cette époque-là, fumaient pareil comme une cheminée, ça fumait sans arrêt. Page 58, je trouvais ça intéressant, puisqu'on est dans l'hiver évidemment, donc on est dans le poêle chauffé au bois. Donc on nous retrace un peu l'histoire de l'allumette, puisque la façon d'allumer le feu en dit long sur l'historique. Donc, on nous dit que c'est en 1844 qu'il y a la première allumette à friction au phosphore. Donc, ça, c'est l'allumette un peu traditionnelle, celle qu'on a encore aujourd'hui. Puis, on nous mentionne qu'avant ça, il y avait l'allumette soufrée. L'allumette soufrée qui, elle, devait s'enflammer par déjà une braise, quelque chose, une chaleur déjà assez intense. Elle ne marchait pas par friction. Donc, cette allumette-là l'allumette à friction qui est créée en 1844, fait son apparition à Montréal en 1847. Et elle rencontre une résistance. En fait, les gens, ce qu'on dit, c'est que les gens n'avaient pas envie d'utiliser ce produit-là. Je sais pas, je pense pas que c'est nécessairement juste par le coût, mais on était vraiment attaché à la tradition. Donc, la tradition voulait qu'on allume nos feux avec l'aide de ce qu'on appelle battre le briquet. Je pense que ce que ça veut dire, c'est tout simplement le fire steel, donc on appelle un peu du point de vue survie, etc. Donc, faire des étincelles pour allumer son feu ou aller chercher chez le voisin un tison. Évidemment, à cette époque-là, ils laissaient pas le feu mourir. La cheminée chauffait constamment par la froideur de l'hiver et de par la faible isolation de leur maison. En fait, c'est une expression que je trouve intéressante qu'on n'entend plus du tout. Le lever du soleil, ils appelaient ça la barre du jour. On nous parle également de la vente de bois, donc il y avait beaucoup de vente de bois qui était une activité économique pour tous les paysans, les agriculteurs qui avaient un lopin de terre et qui étaient désireux de faire un peu d'argent. Ils allaient vendre leur bois en ville, puisque ceux qui étaient en ville n'avaient pas justement de bois pour se chauffer. Et on nous raconte aussi également que il y avait des gens qui se promenaient de maison en maison pour fendre le bois, donc qui arrivaient avec leur hache tout simplement. Les bio étaient vendus, puis eux, ils les débitaient sur place. Donc, je trouvais aussi intéressant, puisqu'on en parle un peu, et ceux qui suivent ma chaîne sont dans une perspective un peu d'autonomie, puis de préparation, si on veut. Bien, lorsque venait le bois à manquer, où l'hiver était très rude, évidemment, on avait des très grosses problématiques pour toutes ces familles-là qui se retrouvaient sans chauffage. Bref, il y avait le bois de chauffage, c'est numéro un, c'est la chose à avoir, à mon avis, lorsqu'on vise l'autonomie. Ça, on s'en rend compte avec cette lecture-là, mais c'est d'une évidence capitale. Bois de chauffage et poêle à bois, c'est un must. On va nous parler de l'étoffe du pays. L'étoffe du pays, donc le vêtement des Canadiens français à cette époque-là.
Donc, c'est une étoffe qui est un manteau long, gris, le plus souvent gris, bien épaisse et avec un capuchon qu'ils appellent un capot. On a évidemment aussi une belle ceinture fléchée, la ceinture colorée des Patriotes. Donc, c'était l'habit traditionnel des Canadiens français. À cette saison-là, c'est également le temps où on bat le grain. Donc, toute la préparation du grain, le vannage des céréales, c'est à l'hiver. On nous mentionne que c'est le meilleur moment de l'année puisqu'il fait froid, les grains sortent de leur gousse, je pense qu'on dit, plus facilement. C'est intéressant parce que c'est un livre qui est d'une richesse d'un point de vue historique. C'est écrit par un historien. On nous fait un historique sur la batteuse, la façon de battre et la façon de vanner. Donc, au commencement, on a évidemment le vannage manuel, le tout à la main. Et on va nous dresser un historique et on va en finir avec une batteuse à chevaux. Ces éléments-là, puisqu'ils sont plus technologiques, si on veut, ben, ils posent aussi plus de danger au niveau de leur utilisation. Donc, on a par exemple un article en 1861 qui se nomme la Gazette des campagnes, qui prévient les habitants parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Vous n'en serez pas à la peine de livrer votre main meurtrie et déchiquetée à l'aiguille ou à la scie du chirurgien. Qui évidemment, c'est pas des petits accidents et on n'a pas la technologie médicale. Fait que c'est soit on prépare ça un petit peu ou on te coupe. Page 82, on va aller aux fêtes, donc les rites et les fêtes. On a évidemment Noël, donc tous ces types de fêtes-là, mais on l'a d'un point de vue aussi historique. Donc, par exemple, Noël, là, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été décrété en 354 par le pape Libère. Donc, la date du Christ, hein, la date de naissance de Jésus, il n'y en avait aucune idée, hein, évidemment. C'est pas écrit dans la Bible, c'est pas écrit nulle part. Mais ils l'ont fixé au 25 décembre. Pourquoi? Euh, à peu près toutes les dates de fête du catholicisme et également d'autres religions ont été choisies tout simplement pour écraser une autre date de fête, une autre fête existante, ou la remplacer. Donc, il y avait des fêtes, ça c'est la fête du solstice, il y avait des fêtes traditionnelles païennes, et ce qu'on voulait, c'est les écraser, c'est les remplacer. Donc, à chaque fois, si on s'informe un peu sur la religion, là, c'est toujours comme ça. Donc, c'est ça. Noël, ça a été imposé, ça a été fait aussi dans le but de remplacer une fête païenne, de changer les mœurs, et ça a très bien fonctionné. Évidemment, ça se fait sur le long terme, mais toutes les fêtes, c'est ça qui s'est passé. Donc, évidemment, ben, c'est un moment où il y a beaucoup de cuisine, donc on nous raconte ça, beaucoup d'échanges, d'attroupements auprès des églises. C'est le moment de la confection de ce qu'on appelle des crocs-guignols, c'est-à-dire des beignes, donc le fameux beigne à la patate, donc des fameux beignes aux patates. On a la traditionnelle vente aussi des bancs d'église, ça je trouvais ça intéressant. Ce qui se passait à cette époque-là, c'est que les gens payaient pour un banc d'église, hein, pour être assis par exemple plus en avant. C'était un signe de bourgeoisie probablement. Ils vont mettre en vente les bancs des gens décédés. Et là, on nous le mentionne, ça arrive, ça fait en sorte qu'il y a une problématique qui arrive, c'est que souvent les familles par exemple, si c'était l'homme qui décédait, donc c'était lui qui était propriétaire du banc, mais si l'homme de la famille décédait, le banc était mis en vente et la famille n'avait pas nécessairement l'argent pour pouvoir le récupérer, ce banc-là, pour pouvoir le racheter. Donc, ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de querelles et finalement, ce qu'on en vient plus tard au fil des années, au fil des décennies, c'est qu'il va y avoir un changement. C'est que les bancs vont être mis en vente à tous les ans. 128, noces et mariage. La femme qui a la main sur l'épaule de l'homme et l'homme qui est assis. Là, j'aime ça me refaire des photos comme ça, je trouve ça trop drôle. Ce qu'on dit, c'est que c'est impensable de se marier en plein été, qui est pratiqué aujourd'hui. Il y a à peu près personne qui se marie en hiver. Eh bien, on a complètement changé du tout au tout. Donc, c'est évidemment impensable de se marier à cette époque-là en plein été, puisque les travaux de la terre sont importants. Tout exige, donc, on nous dit le concours de chacun, c'est-à-dire que tout le monde soit prêt à travailler.
Donc, c'est vraiment important que les noces, que le mariage se fasse en hiver, qui est dans une saison relativement plus tranquille. Donc, c'est surtout janvier et février les dates de mariage. 154, on parle des chantiers forestiers. On a des belles images, des beaux dessins en fait. Donc, de tout ce qui est chantier forestier, évidemment, les agriculteurs de cette époque-là, pour gagner plus d'argent dans la saison morte, dans la saison de la froideur de l'hiver, allaient travailler soit pour préparer soit leur propre bois de grange ou pour travailler pour ce qu'ils appelait un contremaître, ce qu'on appelle encore un contremaître, qui avait des grandes possessions de bois qui étaient employés pour quelqu'un d'autre et sur des grands chantiers forestiers. Donc, on nous raconte un peu tous les façons de faire et les endroits, ainsi que quelques historiques sur des compagnies qui sont plus ou moins éthiques. Le cuisinier, qu'on appelle un cook, donc c'est lui qui assure l'intendance, et grosso modo, là, ça buvait du rhum, ça mangeait des bines avec du cochon, et au niveau de la salubrité, c'était vraiment pas le Klondike, c'était vraiment pas génial. On nous raconte le cas de quelqu'un qui, pour bien dormir la nuit, retournait son sous-vêtement de laine de bord pour que les poux mettent du temps à traverser et qu'il ait le temps de s'endormir. Donc, on dit que c'est vraiment. Les camps de bûcherons étaient un foyer de maladies contagieuses incroyable. Ça devait être terrible de travailler dans ces conditions-là. Donc, 180 à 180 et quelques, on parle des moyens de transport puis du déneigement en hiver. Donc, on a ici l'image d'une rue de Québec vers 1870. Alors, regardez un peu les personnes et la neige. À cette époque-là, les gens, les propriétaires devaient déneiger devant leur maison. Donc, il n'y avait pas un service municipal comme on a aujourd'hui. Le déneigement était fait par les citoyens qui devaient déneiger leur portion de rue, leur portion de territoire. Donc, on a ici un fameux rouleau qui servait à taper la neige, puisque tout n'était pas déneigé, évidemment. Donc, on faisait juste la taper pour qu'elle porte, un peu au même type que les raquettes. On nous mentionne, par exemple, à cette époque-là, un jour de tempête, on peut mettre 16 heures à effectuer une distance d'environ 55 km, ce qui est assez incroyable et ce qui est assez dangereux. On nous raconte qu'il y avait évidemment beaucoup de gelures, beaucoup d'engelures. Il y avait des morts aussi, surtout puisqu'il y avait une grosse consommation d'alcool. Donc, alcool et hiver ne font pas bon ménage, hein, ça ne réchauffe pas, contrairement à la croyance populaire. Tu as juste plus de chances de mourir dans un fossé complètement gelé. On va nous parler également du pont de glace à Québec. Donc, il y avait un pont de glace qui reliait les deux rives. Donc, actuellement, on pourrait parler de Lévis, admettons. Québec et Lévis. Donc, il y avait des ponts de glace aussi entre Longueuil et Montréal, Boucherville et Montréal. Bref, il y avait des ponts de glace partout où on pouvait traverser. On nous raconte aussi il y avait des certaines querelles parce que c'était un moyen de transport super efficace, mais c'était juste seulement qu'une courte période de l'année. Parfois ça pourrait durer longtemps, parfois non. Et le transport faisait en sorte qu'il y avait une grosse fluctuation au niveau des prix des vivres à l'intérieur des villes. Donc, au niveau des aliments, les prix changeaient variablement en fonction du moyen de transport, évidemment, et de l'accessibilité. Donc, ce moyen-là était le moins cher, si on veut. Mais il y avait également des passeurs qui, eux, avec des canots, ils étaient 6 ou 7. 6 ou 7 personnes, et avec des canots, des grosses embarcations comme ça, traversaient de glacier en glacier, si on veut. Et donc, parfois ils pagayaient, parfois ils traînaient leurs canots, et c'était eux qui assuraient les moyens de transport s'il n'y avait pas de pont de glace. Et ce qu'on raconte, c'est que ces gens-là, qui étaient souvent des gens peu fortunés, hein, c'est pas la bourgeoisie qui faisait ça, donc c'était des gens de peu de moyens qui étaient engagés là-dedans, ils se retrouvaient parfois sans travail puisque le pont de glace était bien formé. Donc,
dans la nuit, ils allaient souvent casser pour essayer de détruire le pont de glace. Bref, on a un historique là-dessus. Il s'ensuit des querelles, il s'ensuit des amendes et beaucoup plus de vigilance pour conserver les ponts de glace. Ça devait être quelque chose aussi assez dangereux, on s'entend. Tu veux pas faire de l'hypothermie en 1800. Là. Tu veux pas en faire d'ailleurs aujourd'hui, mais surtout pas à cette époque-là. On va nous parler également de la récolte de la glace, hein, donc qui se fait avec des grandes scies à grandes dents. Donc le stockage de la glace, puisque c'était la manière de conserver sa viande tout l'été. D'ailleurs, la glace du Saint-Laurent a été vendue jusqu'à New York à ces années-là. Au niveau de la chasse et de la pêche, évidemment, il n'y avait pas de quotas, puis on n'avait pas les restrictions qu'on a à cette époque. La chasse se faisait surtout l'hiver. Les animaux qu'on retrouvait, c'était le lièvre, donc majoritairement attrapé au collet, le loup crevier, le loup cervier, pardon, qu'on appelle aussi le lynx du Canada, le castor. On nous parle aussi de l'arrivée du piège métallique, qui est arrivé vers 1760, mais on en voyait très peu dans le Canada français. Pourquoi? Parce que ça coûtait quand même assez cher. Donc, les gens ne pouvaient pas se payer ce type de piège-là qu'aujourd'hui, on peut se payer assez facilement. L'orignal également, donc l'orignal chevreuil, on les tuait même en hiver, hein, c'est ça. Donc, tous les moyens étaient bons pour chasser le gibier. Il y a également le poisson, le petit poisson des chenaux, donc très connu au Québec, donc la pêche sur glace, donc où les gens s'alignaient dans des petites cabanes afin de pêcher, faisaient des trous dans la glace et pêchaient les poissons. On nous mentionne aussi également qu'il y avait beaucoup de beuveries et que ça posait des problématiques et qu'il y avait évidemment des morts, donc soit qui se perdaient en rentrant chez soi et qui mouraient d'hypothermie. Au niveau des veillées, ce qu'on raconte, c'est que les Canadiens français étaient des personnes qui adoraient danser, qui avaient évidemment une culture orale, donc il y avait beaucoup, on nous mentionne des gens qui faisaient des violons, qui avaient construit leur propre violon, et les cordes, c'était des tripes de chat. Puis, ça devait sonner comme ça sonnait, mais bref, les gens adoraient danser, les gens se réunissaient. Les familles, les voisins se réunissaient pour une veillée et dansaient jusqu'aux petites lueurs. Parlons-en, la consommation d'alcool était très présente à cette époque-là. C'est encore assez présent, mais heureusement pas autant. Ça buvait majoritairement du rhum, donc du rhum de Jamaïque, hein, puisqu'on est dans le triangle des Anglais. Donc les bateaux partaient de l'Angleterre, allaient en Jamaïque, acheter le rhum, le revendait dans les colonies, puis ramenait. Bref, il y avait tout. Si vous faites des recherches, vous allez comprendre ce que je dis. Mais le rhum, c'était un rhum jamaïcain qu'on retrouvait beaucoup. Ça pouvait boire par famille 1 tonne de rhum. Il y avait évidemment le rhum jamaïcain, comme je l'ai mentionné, mais des rhums plus basiques, donc moins chers. On nous raconte aussi un peu l'histoire, donc il y avait également des vins forts qui étaient ce qu'on l'appelait le cuir noir, donc des vins sûrement pas très chers qui venaient d'Espagne, de Sicile et du Portugal, donc des vins très alcoolisés. Et on va en finir en fait avec la production de whisky de manière artisanale. Donc les gens, probablement par souci d'économie, mais également par découverte si on veut, vont produire leur propre alcool. La consommation de tabac, les Canadiens français, hein, même et en Europe aussi, là, les gens de cette époque-là fumaient comme une cheminée, ça fumait au quart de tour. Donc, c'est très gros consommateur de tabac, même qu'on utilisait, puisque ça fumait à la pipe, donc on utilisait la pipe comme instrument de mesure dans les moyens de transport, c'est-à-dire que c'était commun de dire je pars, mettons, je pars de chez moi et mon voisin est à 3 pipées. Donc, on allume la pipe, on la fume au complet, c'était une unité de mesure de distance. On nous raconte également que les enfants fumaient, hein. C'était pas rare de voir un enfant de 3 ans qui avait une pipe à la bouche. Et puis on a, pour finir, notre transition vers l'automne, qui est le prochain livre que je vais lire.
Donc vraiment, c'était un livre excellent. J'ai rien d'autre à dire que ça, j'ai vraiment aimé.